Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres de ce 14 mars. Quelle sécurité pour nos centrales nucléaires? La question se pose après les accidents enregistrés au Japon à la suite du violent séisme et de ses répliques. Les centrales de la région centre, Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux ne sont pas à l'écart de risques potentiels. Inondation de la Loire et même léger risque sismique pour Chinon. Voilà de quoi relancer le débat sur le nucléaire en France. SES, l'entreprise tourangelle de signalisation routière, va-t-elle subir un redressement judiciaire? L'hypothèse pourrait se transformer en réalité si l'activité ne repart pas à la hausse. Une menace plane sur le paiement des salaires. La direction a déjà annoncé la suppression d'une centaine d'emplois, dont 40 en Indre-et-Loire. Opération délicate samedi pour les démineurs. Ils devaient neutraliser 2 bombes de 250 kg chacune et intervenir dans la rivière du Cher. Les bombes dataient de la Seconde Guerre mondiale. Tout le quartier autour de la zone industrielle de Saint-Côme-à-la-Riche avait été évacué. Tout s'est passé sans aucun incident. Doit-on craindre pour les 2 centrales nucléaires de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux? Le débat est en tout cas relancé depuis les explosions enregistrées dans la centrale japonaise de Fukushima au Japon après le violent séisme qui a secoué l'archipel. Si à Saint-Laurent-des-Eaux, seul le risque d'inondation existe, la centrale de Chinon, elle, doit répondre à des normes antisismiques car le risque n'est pas nul. Sabrina Meloult. Thierry Chal, directeur de la centrale nucléaire à Chinon, suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation au Japon. Mais selon lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car à Chinon, la centrale respecte un contrôle important de l'ensemble des dispositifs de sécurité. Pourtant, la centrale serait bâtie sur une faille importante. Le site de Chinon n'est pas construit sur une faille. Il y a un réseau de failles armoricaines qui sont à proximité de la région dans laquelle on est. Mais quand vous regardez les cartes qui ont été publiées par l'État sur les risques sismiques, le site de Chinon est dans une zone de risque dit faible. Donc il y a très faible, modéré et on va en graduant. Donc on est sur des risques qui sont tout à fait faibles dans une région où le risque est sans commune mesure avec ce que l'on peut connaître au Japon, où là l'activité sismique est très intense. Pourtant, le risque sismique n'est pas le seul à prendre en compte. Il y a aussi un risque d'inondation, mais selon la direction, la centrale est construite sur une plateforme surélevée qui prend en compte la crue millénale. Toutefois, le réseau Sortir du nucléaire ne l'entend pas de cette oreille. Le collectif affirme que la centrale est construite sur une zone sismique et rappelle qu'il y a eu de légers tremblements de terre voilà une dizaine d'années. La centrale a été conçue pour résister à une sismicité de 7,4 sur l'échelle de Richter. Il y a quelques années, c'était un peu moins et ils ont été obligés de réévaluer le risque, donc de réévaluer la construction. Ils ont fait des aménagements pour qu'elle puisse résister à un séisme. Donc il y a vraiment un risque sismique. On a un risque, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, la centrale nucléaire de Chinon attend du Japon des éléments techniques qu'elle pourra véritablement apprécier et agira en conséquence. Une chose est sûre, les événements au Japon ouvrent le débat sur le nucléaire, et cela dans le monde entier. SES, l'entreprise de signalisation routière, toujours dans la tourmente, et ce, malgré l'annonce d'un plan social d'une centaine d'emplois, dont 40 à Tours et Chambourg-sur-Indre. Cette fois-ci, les organisations syndicales craignent le non-paiement des salaires au mois de mars, et c'est l'ombre du redressement judiciaire qui plane sur la société. Julien Gauthier. De semaine en semaine, tout semble aller de mal en pis chez SES. Après avoir fait grève et manifesté contre le plan social annoncé dans l'entreprise, aujourd'hui, les salariés ne sont pas assurés de toucher leur salaire du mois de mars. La direction nous a évoqué le fait qu'il fallait qu'elle fasse pour fin mars un chiffre d'affaires supérieur à 3,5 millions et une rentrée d'argent à hauteur de 600 000 € d'échéance client. Les salaires peuvent être ou reportés ou carrément non versés, dans quel cas on tomberait en redressement judiciaire. Loin de jouer les optimistes, le PDG Lionel Couche confirme que l'épée de Damoclès menace la société, et ce depuis plusieurs mois. Avec une dette fournisseur de 3 millions d'euros et une dette fiscale et de charges sociales de plus de 5 millions d'euros, les comptes sombrent dans le rouge. Bref, la société semble se diriger vers un redressement judiciaire avec peu de solutions
pour y échapper. La solution, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas une découverte, hein, ça fait des semaines et des mois qu'on est dans cette optique-là, c'est effectivement de renforcer le haut de bilan, c'est-à-dire d'avoir un investisseur qui vienne nous rejoindre avec une vraie politique, une vraie stratégie et un vrai développement, une vraie idée de développement dans l'industrie. Un redressement judiciaire serait synonyme de dépôt de bilan quasi immédiat, car cela empêcherait les appels d'offres au niveau des collectivités publiques au niveau national, l'activité principale de la société. De leader du marché de la signalisation, SES est devenu aujourd'hui le plus fragile. 500 emplois en tout sont menacés. À quelques jours du premier tour des élections cantonales, c'est la dernière ligne droite pour les candidats. Samedi, tous ou presque étaient présents sur les marchés, traditionnels lieux de campagne électorale, avec l'objectif de grappiller quelques voix, mais surtout de mobiliser les électeurs dans un contexte où l'abstention s'annonce record. Gaël Poulain. 10 heures, place Rabelais, les plantes s'exposent au redoux et les tracts fleurissent dans les paniers. À une semaine du scrutin, les candidats au cantonal arpentent les allées des marchés et tous les sujets de discussion sont bons pour attirer l'attention sur ces élections qui ne semblent pas déchaîner les passions. Par exemple, aujourd'hui, on est dimanche matin, on est ici en France et au Japon, il y a une catastrophe nucléaire qui s'annonce, donc il faut en parler. Et il y a un tas de choses dans lesquelles on peut arriver à discuter avec les gens sur les marchés. Il n'y a pas que simplement les problèmes locaux, il y a d'autres problèmes. Débattre des thèmes d'actualité ou s'accorder un peu de soutien. Chacun affine sa technique pour espérer peser un peu plus dans les urnes. Le dénominateur commun étant l'électeur qu'il faut désormais convaincre. Un dénominateur qui laisse planer beaucoup d'interrogations. On se mobilise aussi beaucoup parce qu'on sait qu'il y aura peu de gens qui iront voter, d'après ce qu'on nous annonce. Et donc pour nous, la mobilisation et la mobilisation des électeurs est quelque chose d'important. Voilà. D'autant plus qu'on est dans une configuration un peu particulière, on a un gros éparpillement à gauche. Et donc moi je crains beaucoup au premier tour les conséquences de cet éparpillement. De l'autre côté de la ville, place Velpeau, c'est là justement que cet éparpillement serait le plus visible, avec 2 candidats aux couleurs du Parti socialiste dans les allées du marché. Une division qui pourrait apporter de l'eau au moulin du candidat UMP. C'est un spectacle affligeant, détestable et je crois que c'est vraiment la vision de la politique que les Français n'ont plus envie de voir. Et je crois effectivement que dans ce canton on a une chance parce que pendant qu'ils se divisent, pendant qu'ils donnent aux électeurs le spectacle affligeant de la course des égaux, les électeurs peuvent chercher des candidats qui veulent défendre un vrai programme pour le canton. Reste que quel que soit le canton, le parti et le candidat, la grande inconnue de ces élections, c'est l'abstention qui lors des dernières cantonales avait frôlé les 50% dans certains cantons. En sport, nouvelle défaite du Tour FC à l'extérieur face à une équipe mal classée. Vendredi soir, les Tourangeaux se sont inclinés 1-0 face à Metz dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Le Tour FC reste cependant 5e du classement provisoire à 3 points du premier. Mais cette défaite est malvenue. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur du Tour FC, au micro de Sébastien Germain. On a été trop faible en première mi-temps et donc on s'est pas mis sur de bons rails, quoi. Alors après on a rectifié en deuxième mais ça n'a pas été suffisant. Donc il y a un peu de colère par rapport à cette première mi-temps. On était à l'extérieur, on savait que ce match serait compliqué, on ne s'attendait pas à autre chose, mais justement à partir du moment où on savait ce qui nous attendait, j'attendais mieux de la part de mes joueurs en première mi-temps. Mais il faut être plus régulier, plus constant et vouloir autre chose que ce qu'on a montré aujourd'hui sur une partie du match. Ces opérations sont régulières dans la région. Samedi, les démineurs sont intervenus sur le Cher. La raison, la présence de 2 bombes américaines de 250 kg chacune, datant de la Seconde Guerre mondiale. Elles avaient été découvertes au mois de février. Opération délicate samedi car il a fallu intervenir sous l'eau. Les environs de la zone industrielle Saint-Côme-à-la-Riche ont été au préalable évacués. Le récit Gaël Poulain. Barrage routier, surveillance aérienne, sapeurs-pompiers et plongeurs de la brigade fluviale en alerte. C'est un important dispositif de sécurité qui a été mis en place ce samedi pour permettre l'opération de déminage. Un périmètre de 800 mètres avait été défini et 48 personnes ont été évacuées entre 8h30 et 13h30. Les responsables, ce sont elles, des bombes américaines de 243 kg chacune, datant de la Seconde Guerre mondiale, découvertes dans le lit du Cher.
Ça s'est très bien passé, les systèmes de démantèlement ont très bien fonctionné. On a un peu tâtonné sur la première bombe et puis la deuxième s'est très bien déroulée. Car cette opération était une première pour les démineurs de La Rochelle. Compte tenu du site et de la possible fragilité des bombes, ils ont d'abord dû les déplacer pour limiter la proximité avec les lignes à haute tension, puis les désamorcer sous l'eau. Les bombes qu'on retrouve en principe c'est dans le milieu maritime, et dans le milieu maritime on peut souvent détruire les munitions directement en pleine mer, quoi. Je veux dire, les rayons de sécurité sont largement assez grands de façon à les détruire. Là on est dans une zone avec une rivière, et quand on a des bombes dedans, évidemment c'est pas la même chose. On ne peut pas évacuer sur 1500 mètres voire 2000 mètres pour détruire une bombe. Sorties de l'eau, les amorces ont alors été détruites sur place. Les bombes, elles, ont été rapatriées à La Rochelle et seront détruites la semaine prochaine. Vendredi soir, les démineurs étaient également intervenus un peu plus haut sur le Cher, à hauteur du pont de la Vendée, où se construit actuellement le futur pont du tramway. Cette fois-ci, il s'agissait d'obus français qui ne présentaient aucun risque d'explosion. Un type d'opération qui pourrait se renouveler dans les prochains mois en raison des travaux de la ligne de tramway. Tours ayant été victime de bombardements importants, notamment en 1940 et 1944. À suivre, un focus sur le canton de Tours Nord-Ouest, les deux candidats principaux, le nouveau centre Xavier Datteux et surtout la présidente sortante du Conseil général d'Indre-et-Loire, la socialiste Claude Roiron. On se retrouve juste après avec Monique Giboteau, vice-présidente du Conseil général du Loir-et-Cher, en charge de l'action sociale. Restez avec nous.